Bien, mes collègues et amis, si vous voulez bien, et on va commencer. Et il y a des règles. D'abord, notre collègue François Othard a fait la présentation initiale, la thèse initiale qui doit plutôt guider notre première discussion. Et on m'a dit, François, 2 minutes. Mais je ne suis pas prussien, alors de toute façon, c'est les Caraïbes. Et après, on ouvre la discussion entre nous et on demande la parole, évidemment. Et on a le droit de parler 2 fois 5 minutes. Mais quand même, je viens du Caraïbe, alors là, je ne serai pas trop strict. Y compris vous-même, François, de parler après, encore 2 fois 5 minutes. Même moi, a le droit de parler. Alors, et on peut parler évidemment soit en français, soit en anglais. Bien, je crois que c'est clair, oui? Oui. Bon, ok. Mon cher François, c'est à vous. Je crois qu'on doit parler au microphone, oui? Ah oui, probablement. Oui. Merci beaucoup, les Coréens, de nous avoir invités à cette réunion. Je vais tout de suite entamer le sujet, puisque 10 minutes, ça passe vite. Le sujet abordé traite de souveraineté nationale, puisque c'est un peu le sujet général de cette réunion. Et je voudrais le faire d'une façon un peu particulière. Prendre le point de vue de la souveraineté nationale face au bien commun de l'humanité. Pourquoi? Eh bien parce que dans les circonstances actuelles de mondialisation de l'économie et de l'ensemble des sociétés contemporaines, je crois que le concept de souveraineté nationale est très important, mais je crois qu'il doit être remis dans son contexte. Il est important parce qu'il implique, au-delà de l'aspect politique, des aspects tels que la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, etc. Parce que l'État-nation est toujours une base de résistance très importante face au capitalisme mondialisé, même si elle est insuffisante par rapport justement à ce phénomène de mondialisation du capital, c'est-à-dire d'un capital monopolistique qui agit via les multinationales, donc au-delà des frontières des États. Même si ce concept me paraît important, il ne peut pas signifier la séparation d'une vision holistique de la réalité, d'une vision complète de la réalité à la fois de la planète et à la fois de l'humanité. Donc ce n'est pas un but en soi, la souveraineté nationale, mais c'est un moyen de construire un nouveau paradigme de la vie collective de l'humanité sur la planète face au paradigme capitaliste dominant actuel. Et je crois que pour assurer sa légitimité, ce principe de souveraineté nationale doit précisément répondre aux exigences aujourd'hui de la nature et de l'humanité comme un ensemble. Je prendrai seulement 2 exemples. On ne peut pas, évidemment, justifier par l'argument de la souveraineté nationale la destruction des forêts originelles, sous prétexte que c'est une richesse nationale nécessaire pour la croissance économique d'un pays. Or, c'est à cela que nous assistons dans plusieurs endroits du monde, aussi bien en Amérique latine qu'en Asie et en Afrique. Et au contraire,
la souveraineté nationale me semble précisément exiger une politique de préservation des forêts originelles comme un acte de solidarité mondiale assumé par la nation en fonction du bien commun de l'humanité, supérieur évidemment au bien national. Le deuxième exemple, c'est celui du développement éventuel des centrales nucléaires, surtout dans des endroits où l'environnement est dangereux, sans tenir compte des risques d'accidents qui peuvent affecter l'ensemble de la planète. On se trouve là devant de fausses conceptions, semble-t-il, de ce que peut être la souveraineté nationale. D'où la nécessité de cette approche holistique, de cette approche complète de la souveraineté nationale, qui finalement n'est pas seulement un concept politique, mais également un concept économique, un concept culturel, qui signifie une manière importante de contribuer à l'élaboration d'un nouveau paradigme, d'un paradigme post-capitaliste, face à la multiple crise du système, à la crise de civilisation, disent certains, face à l'insuffisance des régulations et donc face aux besoins d'alternatives fondamentales par rapport au paradigme existant. Et ceci m'amène à parler alors, bien sûr, de manière plus positive, de la construction d'un nouveau paradigme, qui est évidemment un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et un processus basé sur les luttes sociales. Il s'agit, en effet, de créer des conditions de la possibilité et de la continuité de la vie de la planète et la vie de l'humanité. Et ceci est aussi un objectif politique qui peut reposer sur des planifications nationales, où donc la souveraineté nationale peut s'exercer, mais doit s'exercer dans un sens qui entre dans l'ensemble. Alors, si nous parlons de nouveau paradigme, un paradigme post-capitaliste, de la vie collective de l'humanité et de la planète et de l'humanité, je pense qu'il faut être concret. Qu'est-ce que cela veut dire, notamment par rapport à une planification nationale et une souveraineté nationale? Eh bien, il y a 4 éléments qui sont les 4 éléments que toute société doit résoudre pour pouvoir exister. C'est d'abord le rapport à la nature. Et là, le rapport doit passer précisément de l'exploitation au respect comme source de toute vie, physique, culturelle, spirituelle, et qui est donc un premier élément qui doit entrer dans la définition même de la souveraineté nationale. Le deuxième élément, c'est la production de la base matérielle de la vie, de toute vie, où une redéfinition doit évidemment être produite, où l'on doit passer de la prédominance, de la prééminence de la valeur d'échange vers la valeur d'usage, avec bien sûr tout ce que cela implique par rapport au système de propriété, etc. Et donc une redéfinition de l'économie en fonction d'un accent sur la valeur d'usage plutôt que sur la valeur d'échange, qui est évidemment le fondement le plus important de l'économie capitaliste. Troisièmement, c'est l'organisation de la vie collective, sociale, politique, où le principe ne peut être que la généralisation de la démocratie dans tous les rapports sociaux et dans toutes les institutions sociales. Tous les rapports, y compris les rapports hommes-femmes. Et cette généralisation est une des conditions fondamentales de tout le reste. Et finalement, la multiculturalité ou l'interculturalité, à définir bien sûr,
mais qui signifie la participation de toutes les cultures, de tous les savoirs à cette construction, à la fois comme vision du monde et à la fois comme éthique, pour ne pas, afin de sortir de cette identification entre développement humain et culture occidentale. Voilà donc les 4 éléments concrets sur lesquels on peut construire et donc concrétiser, mais qui s'inscrivent dans un objectif global. Une fois que l'on admet que le paradigme du capitalisme n'est pas, comme on dit aujourd'hui, soutenable, il est absolument nécessaire de trouver un autre, de définir un autre paradigme. Définir, c'est-à-dire non pas par une petite poignée d'intellectuels éclairés qui imposeraient leur vision à l'ensemble du monde, mais une construction collective qui à la fois s'adresse au problème de la symbiose avec la nature, à l'accès aux biens et services, à la participation sociale et politique, et bien entendu à la variété des expressions culturelles et éthiques. Et donc, la nécessité de revoir le concept fondamental de développement humain sous la forme de, je propose, de bien commun de l'humanité, qui n'est rien d'autre que créer les conditions de la vie et de sa reproduction. Bien sûr, cela va au-delà du concept de bien commun, concept classique du bien commun. Cela l'inclut, cela inclut aussi la défense des biens communs, des commons, mais cela va au-delà. On peut dire que c'est une utopie, probablement, oui, c'est une utopie, dans le sens que précisément le capitalisme tue toutes les utopies, il faut donc les recréer. Mais ce n'est pas non plus une utopie dans le sens d'une illusion, parce que sont déjà présentes dans l'ensemble du monde des milliers d'initiatives, de mouvements sociaux, d'organisations qui, dans les 4 domaines que je viens de citer, sont actifs et essayent de transformer les situations. Cependant, ce qui manque, pour le moment, me semble-t-il, c'est à la fois une vision théorique d'ensemble qui reprenne tous ces éléments pour en faire une vision générale, et d'autre part, la construction de la base de la convergence des actions des mouvements sociaux et des initiatives pour transformer un rapport de force qui, pour le moment, joue en sens contraire. Et j'en conclus que la souveraineté nationale peut être une contribution pour un tel objectif, mais évidemment, doit tenir compte de toute une série de conditions pour pouvoir répondre à cet objectif. Alors, merci beaucoup. Merci François. Plus que la discipline, alors le débat est ouvert. Je vous propose, chaque fois que vous allez intervenir, dire votre nom, parce que nous ne connaissons pas tous, et d'où on vient, de quel pays, de quelle institution, si vous êtes d'accord, oui. Alors, oui. For me to contribute something to something I didn't understand. Oh, I'm sorry. Le sujet, pour moi, le sujet est un peu fixé. La souveraineté nationale et la souveraineté des people. I already realized that before. Otherwise, I would have done something different. I'm sorry. Well, just very briefly, I said that the concept of people's sovereignty is quite important because it implies more than political, also economic, food security, food sovereignty, etc.
And it is also the base, the nation state is still the base for many resistance against the capitalist system, the world capitalist system. But not without conditions, because we cannot use the concept of people's national sovereignty, for example, just to cover the exploitation of original forest, because it is necessary for the economic development of a nation. Or we cannot accept that atomic plants will be developed installed in dangerous places because of the necessity of economic development, without taking into account the danger that it means for the others. So that's why I said national sovereignty, yes, is a base, but a base within a whole. The condition is to have a holistic approach, which would be called the common good of mankind, of humanity. And this would be based on 4 concrete elements that every society has to solve: the relation with nature, the organization of the material basis of life, the collective organization, social and political, and the multi- or interculturality, not to identify human development with Western culture. And taking that into account, we can develop the idea of national sovereignty with a national planning, trying to see what is the contribution that each nation can have in the building of a new paradigm necessary today, facing the fundamental failure of the capitalist system and all its principles for the development of life on the planet. Because what is at stake is the survival of the planet and of mankind. And therefore, national sovereignty can be an interesting base for national planning to play a role in the construction of a new paradigm. Oui, j'ai une première interrogation. C'est une réflexion, c'est sur le sens de notre réunion là actuellement, parce que elle est tellement globale que j'ai le sentiment qu'on y traite, on y aborde des choses qu'on sera amené à reprendre de façon approfondie dans chacune de nos réunions suivantes. Donc il va y avoir des redites. Et ma première observation, elle va précisément dans le sens de la question. Moi, je ne pars pas de la notion de souveraineté nationale. Je pars de la notion de souveraineté populaire. Parce que c'est pas la base, le socle, c'est que nous vivons une période de l'humanité où est posée de façon concrète la substitution au pouvoir sur les peuples du pouvoir des peuples, comme une nécessité de poursuite de l'histoire de l'humanité et de sa sécurité. Or, ce pouvoir sur les peuples, il est remarquablement défini avec sa dimension de souveraineté nationale dans le magnifique préambule de la Charte des Nations Unies. Nous, peuples des Nations Unies, avons décidé d'unir nos efforts. En conséquence, nos gouvernements ont signé la présente charte. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, premièrement, que ce sont les peuples qui parlent. Nous, peuples, nous avons décidé. Ensuite, il n'y a pas un peuple mondial, il y a des peuples. Chacun sur son territoire, avec son histoire, ses besoins, ses possibilités, et par conséquent, l'obligation de respect mutuel des différences des peuples. Et enfin, nous, peuples pluriels, des nations unies. Nation, c'est l'identité de peuples différents, et unis, c'est-à-dire besoin de leur solidarité. C'est-à-dire qu'on substitue à la vieille logique qui a gouverné le monde jusqu'à maintenant, qui est
il n'y avait pas de droit international. On appelait droit international des modes de règlement de compte entre des puissances qui se partageaient le monde. Et même la SDN, ça n'était jamais qu'une sorte d'agrément entre des puissances impériales. Mais c'est la première fois qu'on substitue à une logique verticale de gouvernement sur les peuples une logique horizontale de concertation des peuples. Ça, c'est la charte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'ONU, au contraire, a été récupérée par même pas par les grandes puissances, par les puissances financières qui déterminent les grandes puissances, récupérée comme instrument de leur verticalité. Et la bataille d'aujourd'hui, c'est celle-là. Et la souveraineté nationale, c'est la pluralité des peuples et de leur respect mutuel de leurs différences sur un fond commun et global de souveraineté populaire. Moi, c'est comme ça que je le ressens. À partir de là, quel est le problème? Et j'ai pratiquement fini parce que je ne veux pas abuser. Mais quel est le problème? C'est que, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Ben, c'est très simple. À l'ONU, quand il y a eu la première guerre d'Irak, l'Égypte avait bien voté, on lui a supprimé une dette. Le Yémen avait mal voté, on lui a supprimé un prêt. Pourquoi? Parce que la charte donne au peuple la souveraineté, elle porte au niveau universel la notion de souveraineté populaire, ce qui est extraordinaire. Mais en même temps, elle ne donne au peuple que le pouvoir politique et pas le pouvoir économique. Et nous nous trouvons actuellement avec le problème de la souveraineté populaire dans la même situation que celle qui a été l'histoire des droits de l'homme, avec la première génération droits civils et politiques, mais le fait que l'histoire a montré qu'il ne valait pas grand-chose s'il n'y avait pas les droits économiques, sociaux et culturels. Et aujourd'hui, le problème du pouvoir des peuples est en échec parce que la gestion économique du monde est en dehors de la charte, en dehors de l'ONU, en dehors de la légalité internationale, alors que la légalité internationale est fondée sur le principe universalité, égalité et pouvoir des peuples. Pendant que se signait la charte, se signaient par ailleurs les accords de Bretton Woods qui créent les institutions financières internationales, en dehors de la charte, donc en dehors de la légalité internationale, et qui fonctionnent sans universalité, sans égalité et sans pouvoir des peuples. Et c'est pour vous dire que nous préparons pour mai prochain une conférence internationale de juristes à Paris sur l'exigence d'un nouvel ordre économique international démocratique qui fasse entrer la gestion économique du monde dans la légalité internationale en faisant une coopérative mondiale des peuples. Et j'aurais terminé pour maintenant par cette alternative qui est la dialectique fondamentale d'aujourd'hui. C'est que on parle de la mondialisation, oui, mondialisation, mais il y a deux mondialisations. Il y a la mondialisation centralisée, verticale de gouvernance du monde, qui est la logique de la mondialisation capitaliste, et il y a l'internationalisation, qui est, elle, la logique horizontale de mondialisation par les peuples souverains et coopérants. Et un des grands obstacles par rapport à ça, c'est pas seulement l'aspect économique, c'est que tout ça suppose une bataille, un rapport de force, et que pour la mobilisation des peuples, nous avons la grande difficulté que le rôle des médias est devenu un rôle considérable, un rôle dominant, et un rôle qui est entre les mains des puissances financières. Je ne vais pas plus loin pour le moment, mais je crois que le problème, c'est d'abord la souveraineté populaire et le combat, et arriver à faire comprendre au peuple, leur faire savoir que même la charte leur donne la légitimité de leur souveraineté, mais qu'il faut qu'ils s'en emparent. National sovereignty is a part of the basic problem of popular sovereignty. And that this popular sovereignty is a history of the alternative power upon the peoples or power of the peoples. And the power of the peoples is the actual international law under the charter, the preamble of the charter, UN Charter, we people of United Nations, but it is not implemented because this power of the peoples under the international rule of law of the Charter is challenged by the economic system, which is out of the legality of the rule of law,
within Bretton Woods agreements with the international financial institutions, which are not in the hand of the peoples, not upon equality and universality. And so one of the main problems is a struggle to put all the economical gestion under a system of cooperative of the peoples, under the rule of law of the Charter, to make the reality of this power. And one of our difficulties is that we need for that to mobilize the peoples, and to mobilize the people, we are against us all the work of the media. The floor, yes, Pablo? We've been allowing, first they said no, and now they are having a new law where they can have some land sold to foreigners, and with the amount of land, this amount of land to be sold can also be meaningful. I don't know if somebody could add for the explanation. Yeah. He said at the end something that we should, to take into consideration le rapport de force. Yes, that's a key concept, please. Yeah. Rosa Maria Marques, brésilienne. Je suis professeur de l'université PUC São Paulo. C'est une université catholique à São Paulo. Avec beaucoup de gens de gauche. Oui, beaucoup de gens de gauche, mais les choses commencent à changer à São Paulo. Je vais essayer de parler en français. Et moi aussi, je ne peux pas parler anglais, c'est impossible pour moi. Moi, je pense que la discussion sur la souveraineté, c'est très important, mais je pense que les trois qui ont parlé des choses un peu différentes. François Autain a discuté la souveraineté qui s'est présente, moi je pense, dans les écrits de Marx, quand il parle de la souveraineté, du développement de l'être humain. Donc, la possibilité, après le capitalisme, pendant le socialisme, le nouveau monde, où il y a la possibilité de nous développer complètement. Quand il a parlé principalement des choses qui vont changer entre l'appropriation de la nature, quand il a parlé sur la possibilité de changer complètement, de produire pour l'usage et pas pour l'échange. Ça, c'est très important. Et moi, je pense que ça, c'est discuter la souveraineté pour les peuples. Quand tu fais la correction, qui n'est pas la souveraineté nationale, c'est la souveraineté populaire. Moi, c'est ça. C'est construire un monde pour les peuples. Et quand je dis le peuple, c'est l'être humain. Parce que le peuple, qui est le peuple? Nous sommes dans le capitalisme, et dans le capitalisme, il y a des classes sociales. Et quand nous parlons de la lutte de l'émancipation, c'est l'émancipation de l'être humain, et n'est pas le peuple en général. Parce que dans la concrétude de la lutte, il y a bien sûr la lutte d'un pays sous-développé, d'un pays dominé par autre. Il y a la lutte pour l'émancipation. Mais l'émancipation ne passe pas pour l'émancipation de la classe dominante. Il passe bien sûr pour
l'émancipation des les peuples en général. C'est ça que je veux dire. Et même quand Paulo parle, c'est très important pour savoir la dynamique de la mondialisation, la dynamique, les rôles des Chinois dans ce monde. C'est très important de savoir que les Chinois achètent des terres au Brésil. Mais j'ai commencé à penser, si pour nous, il y a des différences si le capital est chinois, si le capital est anglais ou américain. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence. Mais il n'y a pas de différence quand je suis dans les champs des classes populaires. Mais il y a bien sûr des différences quand nous analysons la dynamique de la mondialisation. Parce que les choses que Paulo a parlé sont très importantes pour savoir que les Chinois commencent à être une force dans le monde, non simplement exportant les marchandises, mais ils sont géographiquement dans les autres pays maintenant. C'est ça. Germany, and regarding what I'm doing, I have to explain some things. It might be interesting for what we are talking about. I'm organized and I'm a politician in the framework of the German Left Party, Die Linke, but I'm also organized on a European level in the European Left Party, which is a party of parties. We've got 35 or even a little bit more member parties from all the different European countries. And now speaking about sovereignty, we, at least in Europe, or at least in the European Union, have the problem, what do we talk about? Do we talk about sovereignty on the level of the European Union, where most of the decisions are made just now? Speaking of German legislation, more than 90% of the relevant legislation is not done in our country, for example in Germany, but it's at least prepared for in Brussels. So sovereignty on a national basis doesn't mean much. This is one thing we have to have in mind if you talk about sovereignty. And also another thing is that even if we think only about a limited kind of sovereignty, like a bourgeois concept of sovereignty, even this is now under jeopardy in the context of the crisis, because the economic framework is not made by the European Parliament, it's not made by the national parliament, it's made by the banks, by the IMF, and definitely not even by a bourgeois parliament, not even this. So at the moment, even as a progressive left, I have to fight to gain at least this bourgeois concept of sovereignty. I didn't think that I had to do this, but it is important to at least have this limited kind of sovereignty in order to be at least able to do something on a political level. And you know the example of Greece. It's one of the countries in the European Union where you can see what happens to countries if sovereignty gets totally lost. Even if the left party Syriza had won, it's not clear if they had really had sovereignty, if they really had power. So under the context of global crisis, and in Europe especially in the context of the Euro crisis, we have to rethink on our strategies, on how to combat for sovereignty, how to get people at least some small part of power regarding their own lives, some kind of political power. And the most important thing from my experience is to get people to understand economy, to understand political processes,
this means giving people sovereignty, or at least the basis for sovereignty is giving them an understanding of what's happening. So for me as a politician, it's very important to educate people. Because if you don't do this, they remain helpless. And if they are helpless, there are two possibilities. Even people get so depressed, they drink all the time or do something like this. Or the other thing, it's one way to deal with helplessness, with the feeling of I cannot be the master or mistress of my own future. And the other thing is that right-wing ideology is very attractive for people. If I feel helpless, at least there is someone who gives me a perverted way of national self-determination. It's not really self-determination, it's a more chauvinistic and reactionary thing, but this is attractive for people. A very simple answer to the global problems we have. So in order to immunize people against this right-wing agenda, we also have to give them, at least at first, an understanding of what's happening around them, and then they can battle for sovereignty. But I think the first step is at least to give people an understanding. And I will add later to this, but I think this is the most important thing we have to do as left. C'est la vie, c'est la discussion. Nous parlons de nos thèmes favoris dès le premier jour, chacun. Et je demande pardon à nos amis coréens, d'autant que je vais parler un peu des élections, de la place des élections, en rapport avec notre discussion et en rapport avec leur situation. Je veux dire par là que ça m'a préoccupé cette année, j'ai écrit un petit livre, un petit pamphlet là-dessus. Il y a le pouvoir des médias dont a parlé Roland. Il y a aussi cette invraisemblable illusion électorale qui aujourd'hui mérite au moins un examen dans le monde tel qu'il avance. Donc les peuples sont dépossédés de leur pouvoir. Je dirais entre parenthèses qu'au moment de la Révolution française, la souveraineté nationale, ça veut dire que la souveraineté réside dans la nation. C'est donc un concept qui a évolué, qui est devenu synonyme d'indépendance nationale, mais qui, au départ, désigne plutôt la souveraineté populaire. Souveraineté populaire réservée aux hommes, certes, aux hommes qui ont de l'argent, certes, puisqu'au départ, le suffrage est censitaire, mais enfin, peu à peu, ça va devenir, en gros, l'idée qu'un homme, moralement, représente une voix, et une femme également représente une voix, et un noir également représente une voix. Ce que les États-Unis ont finalement découvert, on l'oublie toujours, à peu près en 1965, au moment du mouvement des droits civiques, puisque le 15e amendement, dans les années 1870, n'a pas donné grand-chose dans la pratique pour ce qui est de la participation des Noirs aux élections. J'ai fermé cette longue parenthèse pour dire qu'il y a dans la revendication aujourd'hui de la souveraineté populaire la persistance de cette extraordinaire illusion électorale. Je n'appelle pas à brûler les bâtiments publics ou à l'insurrection désorganisée, mais il faudra un jour que les partisans des idées de progrès réalisent ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vingtaine de chefs d'État dans le monde qui sont élus par le suffrage plus ou moins universel, plus ou moins correctement exprimé, et qui sont des fils, parfois des filles, de chefs d'État qui ont été élus précédemment. C'est tout de même extraordinaire pour un libéral du 19e siècle de penser que ce ne sont pas seulement en Inde, mais au Pakistan, mais en Grèce, aux États-Unis, qu'il y a des dynasties électives désormais, des dynasties réélues par le bon peuple. Il y a le phénomène de l'hyper-abstention. Aux élections européennes de 2009, dans l'Europe des 27, 60% des gens sont restés à la maison, avec des pointes d'abstention de 70 ou même de 90% dans certains faubourgs ouvriers de Slovaquie, par exemple.
C'est-à-dire que les peuples européens en sont venus au même mépris que celui qui règne dans une certaine partie des États-Unis à l'égard du système électoral. Bref, pour terminer, je dirais qu'il y a d'une part ce cirque électoral qui s'est imposé à nous, celui dont le Parti républicain et démocrate avec Pom-Pom Girls et pluie de confettis nous donne le spectacle, et fortune dépensée bien sûr pour soutenir les candidats du système. Il y a la confiscation du pouvoir, les peuples sentent bien en Europe particulièrement que tout se décide ailleurs et que les hommes politiques ne dirigent plus grand-chose, ou alors au mieux qu'ils obéissent à des institutions internationales, du capitalisme international, Fonds monétaire international, etc. Et puis il y a ce phénomène, troisièmement, de l'élection ininterrompue, parce que si on regarde les télévisions occidentales, et on peut dire presque mondiales désormais, on ne parle plus que de cela, de la cote de popularité d'un candidat, des sondages d'opinion qui montent et qui est en train de descendre au contraire, de la prochaine consultation. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous mobiliser pour gagner, ou en tout cas pour obtenir un maximum de succès dans votre consultation électorale ici, chers amis coréens. Je n'aurais pas la prétention de dire des choses aussi stupides. Ça veut dire qu'il faut tout de même relativiser toutes ces affaires-là. Dans notre pays, en France, ce sera mon dernier mot, ça fait tout de même 2 fois en 4 ou 5 ans qu'on a ce que j'appelle, je disais à des amis ce matin au petit déjeuner, l'effet soufflé. C'est-à-dire cet instrument qui permet d'aviver la flamme et puis la flamme retombe dès qu'on s'arrête. Il y a eu un candidat d'extrême gauche fort sympathique qui a eu 5% des voix à certaines élections il y a 4 ou 5 ans et qui n'existe plus. Nous avons eu un front électoral de gauche qui a permis de dire de très très belles choses. Un candidat sympathique derrière lequel le Parti communiste s'est un peu masqué. Une nouvelle tactique en Europe de l'Ouest. Et l'effet a été le même. Une flambée d'illusions, d'optimisme, et puis l'absence cruelle d'un parti organisé pour continuer les luttes. Alors, je suis intervenu longuement sur un des thèmes qui nous sont favoris cette année, et je pense que c'est en rapport aussi avec notre question. La souveraineté nationale ou populaire, ou les deux, il ne faut pas rêver que ce sera par le système des votes et de l'élection telle qu'elle est organisée aujourd'hui, instrumentalisée. Il faut se méfier, autrement dit, comme disait l'autre, du crétinisme parlementaire et du crétinisme électoral. Je voudrais me permettre d'intervenir en débat alors sur 2 points. D'abord, à propos de l'Europe, je voudrais rappeler que dans la... Nous avons parlé tout à l'heure de la déclaration de la Révolution française. Il y a dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 un article 14 au terme duquel les citoyens ont le contrôle des deniers publics, parce que c'est leur argent. Et aujourd'hui, avec les accords européens, on dessaisit les citoyens du contrôle de leurs finances. En réalité, on fait une Europe verticale qui est contre le principe d'horizontalité que j'évoquais tout à l'heure. Alors que existe dans les cartons un document modèle, mais qu'on a mis au placard, qu'on a oublié actuellement, qui était l'acte final d'Helsinki de 1975, par lequel, alors que l'Europe était divisée en 2 blocs, et 2 blocs antagonistes, et pourtant c'était possible, et maintenant qu'il n'y a plus cet antagonisme, ce ne serait plus possible. Il y avait 3 corbeilles, la corbeille du désarmement militaire avec des garanties mutuelles, des inspections mutuelles. Il y avait la corbeille des droits de l'homme avec échange d'expérience et de culture. Là, il y avait même une corbeille des relations économiques alors que les systèmes étaient différents. C'était, bien qu'il y ait eu les 2 blocs, c'était signé de tous les gouvernements de ces pays.
C'est-à-dire que c'était vraiment un accord de gestion où chacun gardait sa liberté dans ses rapports avec le monde, où par exemple, si nous voulions, nous avions le droit d'avoir des rapports avec l'Argentine sans demander la permission aux Lituaniens, pour ne prendre que cet exemple, mais où en réalité, il y avait une coopération horizontale, libre et égale et souveraine entre les peuples d'Europe pour ce qui concernait leurs intérêts communs. Et ça, c'est la condamnation de l'Europe d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est sur les élections. Alors, combien je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le principe électoral. Nous sommes permis, avec mon épouse, on avait écrit un bouquin, un livre, qui disait que la démocratie directe n'est pas possible, que la démocratie représentative est incontournable, mais elle est ou délégataire ou instrumentale. Le drame d'aujourd'hui, c'est la délégation de pouvoir. Elle est à sa caricature la pire avec la délégation à un président, parce que c'est du plébiscite monarchique. Mais même quand on élit des députés, je m'excuse, je vous raconte une anecdote. En 1953, il y avait des militants de la paix et des jeunes communistes qui étaient devant les tribunaux militaires poursuivis et emprisonnés pour leur action contre la guerre du Vietnam. Et un juge leur disait: mais de quel droit est-ce que vous faites des affiches, des réunions? Vous avez des députés, si vous n'êtes pas content, vous en changerez dans 5 ans. Ça, c'est la délégation. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, à telle enseigne qu'on nous parle de la société civile d'un côté et de la classe politique de l'autre, ce qui est dramatique. Mais par contre, l'exemple différent, qui est celui des fins de la 4e République et qui a motivé le coup d'État qui a fait la 5e République que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y avait une communauté européenne de défense en projet. Cette communauté européenne de défense, elle était ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'Europe, empire. Eh bien, il y a eu, par le Parti communiste et par les gaullistes de gauche, montrant le rôle important d'un parti politique, une campagne de 2 ans d'information, d'interpellation des parlementaires, des députés, leur disant « qu'est-ce que vous pensez ?» des comptes rendus de ces démarches auprès des parlementaires devant la population pendant 2 ans. Et quand le débat est venu à l'Assemblée, il y avait une majorité pour ratifier le projet. Mais il y a eu devant l'Assemblée, en juillet 1954, 1 kilomètre de queue de gens qui venaient demander à parler à leurs députés, avec des paquets de pétitions qui venaient de leur village, qui venaient de leur atelier, et qui demandaient à parler à leurs députés. Et pendant le débat, sans qu'il y ait eu de nouvelles élections, la majorité a changé et le projet a été rejeté. Ça, c'est la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est d'utiliser l'élu comme étant le prolongement de l'action souveraine du peuple à l'intérieur des institutions. Et par conséquent, cette élection, mais elle est incontournable, mais elle est une partie de l'exercice de la souveraineté populaire. Merci. Je pense que ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est que nous partons des points de vue, plutôt de lieux différents. Notre discours est situé dans des lieux différents. Et je voudrais expliciter un peu le lieu dont je suis parti. C'est un peu les expériences d'Amérique latine, des gouvernements qu'on appelle, ou qui s'appellent progressistes en Amérique latine, et qui ont en tous les cas un avantage, c'est d'essayer de reconstruire l'État suite à sa destruction par le néolibéralisme. Et dans cette reconstruction de l'État, il y a évidemment un accent mis sur la souveraineté nationale, sur le besoin de créer des citoyens, de recréer des citoyens. Je le vis particulièrement, par exemple, en Équateur. Mais en même temps,
on assiste à des dérives tout à fait claires, qui sont, par exemple, l'une de celles que j'ai exprimées, c'est la destruction de l'environnement naturel en fonction d'un plan de ce qu'on appelle en Amérique latine le desarrollismo, le développementisme, pour employer un mot impossible, qui voit le développement du pays, je pense à la Bolivie, je pense à l'Équateur, mais également à d'autres pays, en fonction d'intérêts économiques immédiats, mais qui, par rapport à un ensemble, sont vraiment destructeurs. Je pense aussi, dans l'ensemble de l'Amérique latine, la politique vis-à-vis des mines, les mines à ciel ouvert, orientées bien sûr par les multinationales, mais aussi la Chine, et qui sont véritablement un des éléments de destruction de l'environnement vraiment dramatique. Et donc ça, c'est, je dirais, le lieu dont je suis parti pour développer les quelques idées que j'ai développées. Et je crois que c'est très intéressant d'avoir eu d'autres lieux, précisément, pour permettre d'essayer de réfléchir à un ensemble. Yes, I will say something myself now. I will say it in English so everybody can follow it. First, I think the idea of the right of people should be present, le droit de peuple. For me, it's difficult to follow the idea of sovereignty without the idea of right. And it has a lot to do with what was said before by some of our colleagues about le rapport de force, the relationship between different forces. So, coming from a continent like mine, which is Latin America, it's very, very difficult for me to think of la souveraineté populaire, etc., without the right of the people and the right of nation against the powers that are all around the world, particularly the imperialism and many other forms. In the years, beginning of the 20th century, the 20th, when the first Marxists developed the Marxist idea related to our continent, one idea was very clear. Imperialism can only exert its power when, among other things, there is a link, an alliance between the oligarchy, not only the bourgeoisie, but in general the oligarchy of the country and the imperialist power. And I think this is for us a key question. There cannot be sovereignty of the people, there cannot be national sovereignty thinking only of the situation of the country, but taking into consideration this situation. The other thing I wanted to underline in relationship to this idea is this idea coming from Marsilio de Padua of the common good. Yes, which I agree with Francois that it has an actuality today if we sort of modernize it and make it more contemporary, not of course in the classic way. But again, this good of the wealth of the people, or the bien commun, cannot be realized, and I underline the idea of realized, unless the forces around the world are changed. The economic, political, and social. And this is the key struggle for me of today. Otherwise, I cannot envisage how any country in Latin America or in any other part of the world can the people of this country realize, make action exerting their own sovereignty if they are not free
of this enormous power that are above them, which means that the world order and the society has to be changed. That seems essential to me. I was hearing in these days in television, even some people in Europe that were being interviewed. And they were saying something we have heard today here in some of the intervention of our colleagues. These people said, we don't decide any longer about our money, about our future, about what we want. And these were people from Belgium and France and Greek. I mean, the powers, even in the European Union, has developed in such a way that the people of this country, they're having less and less power. So they cannot exert any form or even mild ways of sovereignty because of the new situation that has been created and a situation that is developing more and more and more. So it has to be a change in the whole society. Otherwise, this sovereignty cannot be exercised, cannot be accomplished, and in countries that we used to call before third world, I still use it because in any case, it sort of helps me to say in one phrase the whole thing, unless this idea that we have the right to decide upon ourselves or among ourselves, this cannot be exercised. I don't know. Anybody else? Pablo. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs points de vue, des choses très différentes qu'on n'a pas, disons, l'habitude de réunir, de faire ces échanges. Je voudrais dire que j'avais préparé mon intervention sur l'impérialisme américain. C'est pas sur la Chine. Et je crois que ce ne sont pas la même chose. Il faut avoir un peu d'attention. Alors c'est ça que je voudrais dire parce que sinon ils vont imaginer que je suis venu pour parler de la Chine. Mais j'ai des choses que je m'intéresse à discuter. Une chose que ça fait partie aussi, et c'est très important, le rôle des médias, c'est, disons, le fétichisme de l'aliénation, qu'on trouve sur l'aliénation de l'argent. Alors, ça c'est une chose qu'il faut dépasser, parce que sinon on ne pourra pas imaginer une société qui ne soit pas dominée par la valeur. Parce que l'argent, c'est l'expression maximale de la valeur. Alors il faut dépasser ces fétichismes pour arriver aux valeurs d'usage qui ne sont pas la valeur. Alors, ça c'est monter sur, il s'est développé sur le développement du capital et sur la propriété privée des moyens de production. Alors, la propriété privée des moyens de production et le développement du capital va définir les classes sociales autour de ces processus. Et c'est ça qu'on doit aussi surmonter pour imaginer une société nouvelle. Alors, on n'a pas une recette parce qu'on a dans chaque continent, dans chaque pays, des différentes histoires, des insertions de chaque pays dans le système mondial. En ce moment, je suis pleinement d'accord que c'est dominé par l'impérialisme américain. Ça, il faut aussi surmonter au niveau des rapports internes entre les classes, au niveau des
rapports internationaux, même à l'intérieur des Nations Unies, parce que c'est les États-Unis qui commandent le Conseil de sécurité, et c'est le plus important lieu de décision des Nations Unies. Alors, il faut surmonter tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'histoire. Nous avons des expériences d'essayer de surmonter le capitalisme dans des États-nations très, très sous-développés, très pauvres. La Russie en 1907, Cuba, la Chine. Alors, c'était des situations que ces pays ne pouvaient pas créer, disons, une société plus avancée à cause même de leur état. Alors, ça, il faut aussi poser dans la discussion, c'est les poids que nous avons de l'histoire. C'est aussi utilisé par les médias pour dire le socialisme, le communisme n'a plus de place. C'est déjà expérimenté. Alors, ça c'est la seule alternative, c'est le capitalisme. Alors, il faut surmonter tout ça. Je crois que il faut un moment de changement. Je ne suis plus sûr si c'est seulement la vie électorale ou ce soit, disons, la lutte armée. Parce que en Amérique latine, à la deuxième moitié du dernier siècle, c'était la lutte armée. Il n'a plus de place pour la lutte armée. Je ne suis pas sûr. Du point de vue du chemin électoral, on a l'expérience de Chavez. Alors, il avait proposé de construire une société socialiste. Il a gagné toutes les élections qu'il a faites. Alors, je crois qu'il a plusieurs chemins pour faire ça. Et chaque pays, chaque situation, on peut utiliser plus une voie que l'autre. Alors, même si on imagine que les gens ne veulent plus avoir des politiques de participation, de faire des mouvements, c'est possible que dans un moment à l'autre, tout ça change. Parce que nous sommes dans un moment de crise structurelle du capital qui touche les centres du système impérialiste, qui c'est les États-Unis et l'Europe. Et c'est un moment où c'est possible de développer un peu plus la conscience des peuples, des travailleurs. Alors, on disait que c'était possible que ça puisse être une crise organique du capital. Le moment d'avancer la révolution. Ça, c'était la discussion qu'on faisait aux années 60-70 au Brésil. Et je crois que partout là. Aujourd'hui, on parle de la crise, on oublie que c'est une crise qui peut être une crise organique. C'est le moment où les travailleurs, la classe, les couches communautaires puissent imaginer la possibilité de prendre le pouvoir et changer le monde. Alors, c'est ça qu'on peut discuter, mais l'autre problème, c'est que ça c'est pas notre tâche d'intellectuel, c'est le peuple qui doit faire ça. Les travailleurs doivent faire ça. Nous pouvons aider, nous pouvons leur montrer les choses, nous pouvons essayer de défétichiser les rapports sociaux, mais ce sont eux qui vont faire ça. Alors,
chose que Jean-Pierre Stegli, je crois que tout le monde le connaît, c'est leader du mouvement Santé de Brésil. Il est habitué dans notre politique sociale qui trouve que c'est un moment que au Brésil, les forces sociales, les forces politiques sont dans un moment d'avancer, parce que jusqu'à l'année passée, disons, c'était les forces sociales, le mouvement social, c'était seulement dans une résistance. Alors, à ce moment, sont en train d'avancer. C'est possible parce que nous avons eu des grèves de presque toutes les catégories de serviteurs publics au Brésil. C'était la plus longue grève des professeurs universitaires des universités publiques du Brésil. 4 mois de grève. Des policiers, de toute catégorie. Et aussi, des gens de la Poste en train d'organiser la grève, des gens des banques, des travailleurs des banques sont en train d'organiser leur grève aussi. Alors, on a des mouvements. C'est aussi une onde, un monde, je ne sais pas, mais c'est possible. Democris. Je me présente. Nombre Je m'appelle Juan Calderón, je suis né à Guayaquil. Je suis fils de l'Équateur, de la France, du Mexico. Donc, une nationalité. Et dans ma jeunesse, le mot mondialisation, c'était pas la mode. Il y avait un autre mot qui est plus joli qui s'appelait internationaliste. Donc, nationalité internationale. Et je suis journaliste, ex-journaliste de guerre et de conflit. Je suis arrivé à Mexico précisément pour couvrir l'insurrection zapatiste indienne, où j'ai pu vivre à Chiapas depuis l'année 1994 à 2001. Et après, je suis revenu documentaliste de la télévision française. Donc, ça m'a permis de traverser le pays de nord au sud et précisément vivre une situation qui est la vitrine de ce qu'on parle, la crise qui permet aujourd'hui une réaction petit à petit derrière un projet de souveraineté nationale. Vous savez quoi la crise qui a été faite pour cette application de la globalisation qui surtout a donné comme victime le secteur agricole. Le Mexico, c'est la France aussi. Et donc, c'est le secteur agricole. Un pays qui était producteur de maïs, de frijoles, etc., aujourd'hui, c'est un importateur. Donc, c'est comme dire que la France importe des fromages ou que Cuba importe des habanos. Donc, aujourd'hui, c'est cette situation où la souveraineté alimentaire et énergétique, il est paradoxalement tragique. Et un pays qui était producteur, aujourd'hui, un importateur de ces produits qui ont été symboliques et que c'était même au niveau des peuples indiens, religieux, sacrés. Donc aujourd'hui, les populations paysannes, les travailleurs, ils se battent pour défendre dans cette crise qui profite pour essayer d'élever les droits conquis à travers toutes ces années de lutte et essayer de révertir cette courant, mais malheureusement il est très difficile, donc on aura l'occasion de parler dans des autres débats. Yeah, thank you. Who else, please? Everybody has the possibility of speaking at least twice. Yes, don't miss it. François? Non, je vais peut-être dire un mot dans ce cas-là. Oui, je voudrais revenir à ce qu'a dit au passage François Outard tout à l'heure à propos de l'État. Ça me paraît une question très importante. C'est que aujourd'hui,
est-ce que le problème, il est d'abolir l'État ou est-ce que l'État doit changer de fonction? L'État, et ça revient toujours à la même chose, pouvoir sur les peuples, pouvoir des peuples. Ce qui me paraît tout à fait significatif, c'est qu'aujourd'hui, l'État des États-Unis est débiteur. C'est-à-dire, c'est plus seulement une dette des pays du Sud, c'est plus une dette des pays du Sud de l'Europe, c'est même une dette des États-Unis. Ça veut dire que les États sont aujourd'hui débiteurs et on vient nous dire, chez nous en France mais partout, il faut une politique d'austérité pour payer nos dettes. Mais on ne nous parle jamais des créanciers. Il y a des dettes, mais des dettes à qui? Et qui ont été contractées pour faire quoi? C'est-à-dire que les États sont des sortes d'instruments de pompage des deniers publics pour servir des intérêts privés qui sont d'ailleurs internationaux, qui sont extérieurs et qui mettent l'économie nationale en dépendance de la finance internationale, alors qu'aujourd'hui, souveraineté populaire, ça veut dire que si... J'ai eu ce débat un jour avec un académicien soviétique. Un académicien soviétique à qui j'expliquais que nous étions en train de faire un livre sur le droit dans une société communiste. La survivance du droit. D'un autre droit, mais la survivance du droit. Il dit ça, c'est une pensée bourgeoise. Alors, je lui ai dit, mais alors, la société future, ça va être des individus les uns à côté des autres? Ah mais non, mais les institutions sont tout à fait... Je dis, les quoi? Les institutions. Ah, je dis, mais alors dans ce cas-là, vous l'appellerez plus l'État, mais ce sera une question de mots, une question de nom. Le problème, c'est que il y a besoin d'avoir un instrument d'auto-administration. On appelait ça l'autogestion à un moment. Il faut un instrument. Et quand, par exemple, on utilise les institutions de l'État dans le combat des travailleurs pour gagner des moyens, mais toute la réglementation, les nationalisations, tout cela, mais c'est du pouvoir d'État, mais du pouvoir d'État pris en main par le peuple, comme étant son instrument de souveraineté et son instrument relationnel. Et dans la Charte des Nations Unies, quand on parle des États membres, ça ne veut pas dire que les États sont souverains. Quand j'entends des professeurs de droit nous parler, nous dire « Ah, c'est dramatique, mais à l'ONU, c'est les États qui sont souverains ». Mais c'est une absurdité, je mettrais zéro un étudiant qui dirait ça. Un État ne peut pas être souverain, c'est un instrument de souveraineté. La question est de savoir de qui il est l'instrument de souveraineté. Et par conséquent, il s'agit en même temps qu'on change la nature de l'État, qu'on change ses structures, qu'on change ses moyens, de façon à être vraiment l'instrument de la souveraineté du peuple. Et à partir de là, c'est toute la question même de la hiérarchie des ministères. On nous parle toujours dans l'État de ministères régaliens. Ce sont les ministères des armées, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Mais ce sont les pouvoirs qu'avait l'État du roi. C'est pour ça qu'on les appelle régaliens, à l'égard de ses sujets pour diriger et exercer son pouvoir. Mais un État, quelle est aujourd'hui la fonction, quelle devrait être la fonction d'un État démocratique? C'est le moyen pour le peuple de collecter ses ressources à mettre en commun pour les utiliser dans son intérêt. Et ça veut dire que les mesures sociales que prend un État en matière de santé, d'éducation, ce n'est pas un supplément qui utilise ce qui reste quand on a fait la guerre, quand on a fait... Non, c'est la priorité. Ça n'est pas de l'humanitaire. C'est la fonction principale de l'État. Et quand on dépense de l'argent pour aller faire la guerre en Afghanistan, mais c'est du détournement des deniers publics. C'est du vol des deniers du peuple. Et c'est toute cette question de l'État qui est, à mon avis, à repenser.
m'intéresse. Quelqu'un, s'il vous plaît? Oui, oui, ça m'intéresse de l'État. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je travaille avec la théorie de l'État à mon programme de conservation. Je suis d'accord parce que la question, ce n'est pas seulement abolir l'État. Parce que dans notre système capitaliste aujourd'hui, l'État, c'est un État de la bourgeoisie. Alors l'État sert comme instrument de la bourgeoisie pour organiser la production et l'extraction de l'excédent produit par les travailleurs. Alors le problème, c'est changer ces pouvoirs, parce que l'État, c'est les pouvoirs politiques et policiers militaires. Alors, ces changements, c'est un problème qu'on doit discuter et on doit savoir, on doit essayer de trouver des solutions, parce que l'État s'est fondé aussi, l'État capitaliste s'est fondé aussi sur la propriété privée des moyens de production. Et je crois que c'est intéressant parce que c'est la seule élection que Chavez a perdue, c'était quand il a fait des propositions pour le changement et la création de nouvelles formes de propriété. C'est la seule élection qu'il a perdue, c'était pour ce changement de la Constitution. Alors, on ne discute pas beaucoup, c'est ça. Il faut changer la propriété. Il faut discuter ça comment ça doit être les nouvelles formes de propriété. Parce qu'on imaginait auparavant qu'avec la révolution, on pouvait changer d'une propriété privée à une propriété étatique. Et l'État pourrait être la force pour faire le changement. Je crois que ça, ce n'est plus possible. Il faut imaginer, il faut créer d'autres formes de propriété. Pourquoi? Pour pouvoir changer les fonctions de l'État. Parce que, à mon avis, les principales fonctions de l'État aujourd'hui, dans notre pays capitaliste, c'est pour servir le capital. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le capital. Et c'est ça la dette que l'État a, c'est la dette pour les capitalistes. Alors, en Europe aujourd'hui, quand la Banque centrale européenne achète des titres pour aider l'État espagnol, l'État grec, c'est pas la vérité, parce que la Banque centrale européenne achète des titres sur les marchés privés des banques privées. Ce n'est pas une aide aux États espagnols, grecs, etc. C'est l'aide directe pour les banques. Alors, les banques vont recevoir monnaie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette monnaie? Ils vont acheter d'autres titres, publics ou privés, soit en Europe, soit en Amérique latine. Acheter des terres. Parce que dans le système capitaliste, pour le capitaliste, la monnaie en soi n'a rien à voir avec le système. Il faut transformer ça en capital. Parce que pour transformer l'argent dans un moyen de profiter des intérêts et des profits. Alors, si les banquiers reçoivent cet argent de la Banque centrale européenne, ils doivent changer l'argent en capital. C'est ça le problème. Alors, la dette, c'est ce mécanisme-là. Pour ça, il faut changer les fonctions de l'État.
Et pour changer ça, je crois qu'il faut changer le pourquoi. Bon. I have. Is it on? No, I don't. But I can switch it on. Yes, I have. Yes. Now it works. I agree. We have to change the functioning of the state, but in order to do this, maybe people have to change. Every individual has to change, at least a little bit. There is the materialistic side of our battle, but there's also a psychological side of our battle. And this has a materialistic basis, of course, but anyway, psychology is sometimes important. And in many of, especially of the rich countries, people who are not so well off, people who are unemployed, people who are in the low wage sector think, I must have done something wrong. Because I live in a rich country, everybody around me is successful, so it's my individual failure not to succeed in this country. And in order to get these people to see themselves as actors who can change society, who can change politics, we have to give them back a consciousness of themselves. But this is hard work because media and many functions in our society let people to believe that you just have to work enough, you just have to work hard enough, you just have to accomplish something, then your personal life will change. And if it doesn't, you are to blame, not society. So to get people organized, we have to help them to find their place within the society. And if we find out in many countries, it is especially hard in my country, that those young people whose parents are rich, whose parents have academical careers, also get academical careers, and people from a working class background don't have any chances. Okay, there's always an exception, but most of them don't have a chance to succeed, even academically. And this mostly is the thing you need to start to start an economic success. So people have to see the structures, have to see if I don't succeed, it's not just a problem of me, it's a problem of the structure of our society. And then if I have this kind of ideological self-determination, then it's possible to fight for self-determination, for people's sovereignty in society. So it's really important to speak to people, to get them connected, not just to their self-awareness, but to get an awareness of their place in society, and then we can fight. So, you know, I'm an academic, but I'm also a politician, so I always have to think on how to transfer an analysis into concrete political action. And I think there's lots to do in the developed countries, in the third world, as you call it, but also in the countries in between, like Brazil, which is actually a very developed country, but it also leaves out some people and doesn't take them along in getting success. So it's... Yes, well, colleagues, we are about the time to finish because it is time for us. I think probably in the coming sessions this subject about the state should come up again, because many important things could still, excuse me, be pointed out. I only wanted to say in this sense, and maybe we can come back to it, about functions in plural for the state. Yeah, this is important to me. It seems an important subject. I remember that at the beginning of the 90s, last century, there was a general idea, and was very strong in Latin America, that state was already sort of withering away and had little to do. So this idea has been little by little abandoned, and again we are taking the state seriously, and it seems a very important subject for all overall interests of discussion. I only want to stress
again, the relationship between the state and other states. Because this matter of sovereignty is the sovereignty, of course, of the people, and how this sovereignty is exercised through the state, but how can a state be sovereign in relationship to others when such strong forces in the world are so hindering their exercise of their sovereignty? So this is a very complicated game, and for overall subject of our discussion, I think we will probably come back to it. It seems to be very important. Now we should keep a schedule, and I thank you all for your interventions, and that is it, right? Okay. Thanks for sharing.